Bonsoir à tous, le 7-8 journal de TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle semaine d'information locale. Tout de suite, les titres de ce lundi 13 mai. Guyancourt, un nouveau maire, François Morton, 49 ans, a été élu hier lors d'un conseil municipal extraordinaire. Il succède à Marie-Christine Le Tarnec, démissionnaire pour raison de santé. François Morton est notre invité. Sur ce plateau également, la sénatrice Les Républicains des Yvelines, Martha de Cidrac. Elle fait partie des 248 parlementaires à signer le projet de référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris. C'est une mesure phare de la loi Pacte. Le Conseil constitutionnel vient de donner son feu vert à la procédure de référendum. Et puis c'est notre fil rouge toute cette semaine, focus sur le football féminin dans les Yvelines à quelques semaines de la Coupe du Monde. Elle se tiendra en France du 7 juin au 7 juillet. Nous irons justement ce soir à Croissy-sur-Seine qui va accueillir des sélections comme celle des Bleus ou encore des Américaines championnes en titre. Cette information d'abord pour débuter ce journal. Un prêtre de Versailles mis en examen, plusieurs chefs d'accusation dont viol, agression sexuelle sur mineurs et harcèlement moral. Les faits remontent à 2017. Le prêtre avait alors été placé en garde à vue. Depuis la révélation de l'affaire à l'été 2018, ce prêtre ne peut plus exercer de manière publique en France et à l'étranger. Le diocèse de Versailles lui a également retiré son pouvoir de confesser. Cette mise en examen va permettre une enquête plus approfondie. Souvenez-vous, les images avaient fait le tour des réseaux sociaux et choqué des lycéens agenouillés, main sur la nuque, interpellés par la police en marge d'une manifestation à Mantes-la-Jolie le 6 décembre dernier. Aujourd'hui, les premières auditions de lycéens ont débuté. L'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête. 152 jeunes avaient été arrêtés. Certains ont dénoncé des violences commises par les forces de l'ordre. Une quarantaine de familles et des associations comme SOS Racisme ont porté plainte. Elles parlent notamment de violations de libertés individuelles ou d'insultes à caractère raciste. Premier invité avec moi dans ce journal, François Morton, bonsoir. Bonsoir Monsieur Canalet. Vous êtes donc le nouveau maire de Guyancourt, maire d'Yvergauche. Vous avez été élu hier lors d'un conseil municipal extraordinaire. Vous succédez à Marie-Christine Le Tarnec qui est démissionnaire pour raison de santé. Votre réaction déjà au lendemain de cette élection, quelle est-elle ? Écoutez, c'était d'abord un grand moment d'émotion, évidemment, mais c'était important de pouvoir régulariser une situation effectivement d'intérim. Et je remercie évidemment le conseil municipal de m'avoir accordé sa confiance. C'est important. Et nous étions d'ailleurs hier à ce conseil municipal. Je vous propose tout de suite de regarder ce sujet de Mélanie Poquet et de Nicolas Dandry. À 49 ans, François Morton devient maire de Guyancourt, le troisième de ce mandat après les démissions de François Deligné en 2016 et celle de Marie-Christine Le Tarnec le 15 avril dernier. Une nouvelle personne, mais une continuité dans la politique municipale. Elle s'inscrit tout à fait dans la continuité de mes prédécesseurs et notamment de Mme Le Tarnec. Nous sommes à la fois dans une période où il reste un an, même un peu moins, et il n'empêche, nous avons encore un projet de ville à clore, donc ce sera évidemment ma priorité. Parmi ces projets, la rénovation du Mail des Saules engagée depuis l'année dernière, l'ouverture de la résidence intergénérationnelle au deuxième semestre 2019 ou encore les travaux de la place du marché. Pour son élection, le nouveau premier magistrat de la ville a obtenu 26 voix. De son côté, le conseiller municipal Olivier Paréja a voté blanc. Les gens ont vraiment envie de participer et aujourd'hui, beaucoup de projets ne sont pas co-construits, ne sont pas... sont concertés a posteriori une fois que le projet est déjà démarré. Et la deuxième chose, c'est l'urgence climatique. En fait, on ne voit pas dans nos collectivités locales, que ce soit Guyancourt, que ce soit l'Agglo, d'inflexion. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Au sein de l'opposition, Annick Cavelan et Jean-Loup Caria n'ont pas pris part au vote. Il ne me paraît pas normal ces passations de pouvoir entre amis qui durent depuis longtemps à Guyancourt. À propos des élections municipales de 2020, François Morton sera présent et souhaite y prendre une part active. Et le nouveau maire de Guyancourt, François Morton, est avec moi en plateau. Je vous fais juste rebondir sur la fin de ce reportage. Vous avez l'intention de poursuivre votre mandat au-delà, c'est de vous représenter dès 2020 pour ces élections municipales ? Alors écoutez, ma priorité au moment où nous parlons, nous sommes au mois de mai 2019, les élections municipales sont en mars 2020. Ma priorité en tant que maire est évidemment de pouvoir terminer un programme pour lequel les habitants de Guyancourt nous ont donné leur confiance en mars
2014. Donc, ce programme, vous avez 11 mois. Vous allez vous placer justement dans cette continuité, celle de François Deligné, de Marie-Christine Le Tarnec. Vous l'avez dit, absolument. Donc, je suis évidemment dans une continuité. Il nous reste un certain nombre de projets, encore une fois, à terminer, qui sont des projets importants. Certains ont été rappelés dans votre reportage. Je pense au Mail des Saules, je pense à la maison intergénérationnelle, effectivement, mais aussi la place du marché qui va débuter au mois de novembre, les salles d'arts martiaux aussi, qui sont une attente importante des habitants de Guyancourt, également à la rentrée prochaine. C'est-à-dire, il y a 11 mois, il y a encore beaucoup de projets à mener. Beaucoup de travail, voilà. Quel regard vous portez justement sur ces 2 ans passés à la tête du conseil municipal de Marie-Christine Le Tarnec ? Alors, Marie-Christine Le Tarnec s'est investie totalement durant ces 2 ans. J'ai été à ses côtés puisque j'étais son premier adjoint. Donc, elle s'est investie totalement. On lui a vu beaucoup de pugnacité aussi pour défendre Guyancourt et les habitants de la ville de Guyancourt à tous les niveaux. J'ai envie de dire au niveau de l'agglomération, au niveau de l'État. Je pense effectivement à la ligne du métro, par exemple, qui a été un des grands sujets qu'elle a pu traiter, la ligne 18, effectivement, avec la gare de Guyancourt, mais aussi dans les instances de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et effectivement elle a fait en sorte que Guyancourt puisse se faire respecter, c'était important. Et est-ce qu'on peut dire que la tâche n'était pas simple parce qu'elle succédait à François Deligné qui a passé 14 ans comme maire de Guyancourt. La tâche n'était pas simple pour Marie-Christine Le Tarnec. Ça n'était effectivement pas simple, mais tout le monde effectivement, et encore une fois, les habitants de Guyancourt nous ont élus avec près de 68% des suffrages en mars 2014 et ont élu une équipe, et cette équipe elle est restée stable. Alors effectivement, voilà, le contexte a fait que Marie-Christine Le Tarnec a pris la suite de François Deligné, j'ai pris la suite de Marie-Christine Le Tarnec, mais nous sommes dans une totale continuité. On rappelle que c'est en novembre 2016 que François Deligné avait démissionné. Justement, 3 maires en 5 ans sur la même mandature municipale. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça rende moins lisible l'action municipale menée depuis 2014 ? Est-ce que c'est pas une crainte que vous avez ? Une crainte, non. Je pense qu'il est important d'expliquer les choses. François Deligné avait en son temps expliqué les raisons de son départ, et encore, ça n'était pas un départ total, puisque François Deligné est encore à nos côtés, comme Marie-Christine Le Tarnec. Encore au conseil municipal. Absolument. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ce sont les conditions, c'est le contexte. Daniel Amar, lors d'un petit discours en préambule, Daniel Amar, qui est ma collègue adjointe, qui m'a remis l'écharpe hier lors du conseil municipal, a expliqué que c'était effectivement le conseil municipal qui élisait les maires, et nous en reparlerons en mars 2020. Voilà. Et que répondez-vous justement à ce qu'on a pu entendre de la part de Jean-Louis Carriat, élu d'opposition, qui dit que finalement cette élection, votre élection, n'est qu'une passation de pouvoir entre amis? C'est ses propos. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ce sont effectivement ses propos. Je lui laisse la responsabilité totale de ses propos. Si vous avez bien entendu ce que j'ai pu dire hier en conseil municipal, ce que je souhaite, c'est que le conseil municipal, et je pense que c'est une attente forte des habitants de la ville de Guyancourt, mais dans un contexte plus large, et on l'a vu par le contexte national, que les débats, notamment dans ce type d'instance, soient réellement des échanges de points de vue, pourquoi pas programmatiques. Nous allons rentrer dans une période de campagne, c'est une évidence pour tout le monde, mais il n'empêche que ça serait bien qu'on puisse effectivement avoir une certaine hauteur. Des échanges de points de vue au sein même de votre majorité, puisque Olivier Pareja, qui siège dans la majorité, a lui voté blanc, donc ça veut dire qu'il y a aussi du débat au sein de la majorité. Absolument, et je peux parfaitement comprendre la position d'Olivier Pareja, qui par ailleurs est avec nous dans la plupart des points que nous votons et avec qui nous avons des échanges souvent constructifs. Ça n'est pas la question, et je lui laisse maintenant. Olivier Pareja, de par ses sensibilités, est particulièrement sensible à un certain nombre d'éléments de la vie des habitants de Guyancourt, et je peux comprendre qu'il puisse considérer qu'on ne va jamais assez loin, mais il n'y a pas de souci. Merci François Morton, nouveau maire d'Yverdon-Gauche de Guyancourt, élu donc hier lors d'un conseil municipal extraordinaire. Merci à vous. Autre élection, les européennes qui sont programmées dans moins de 2 semaines, c'est le dimanche 26 mai. Les représentants d'une dizaine de listes candidates étaient hier à Fontenay-le-Fleury pour présenter leurs engagements sur le climat. Un débat à l'invitation de l'association Papier-Forêt pour alerter sur l'urgence de la situation. L'Union européenne est le 3e émetteur de gaz à effet de serre au monde, des émissions qui ne cessent d'augmenter alors qu'elles devraient décroître conformément aux accords de la COP21 à Paris. Les propos sont recueillis par Mélanie Poquet.
Tous les signaux sont au rouge. Les scientifiques nous alertent déjà depuis plus de 20 ans et là, ça devient catastrophique parce qu'on est dans la dernière limite pour pouvoir nous remettre sur des bonnes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Donc les élections européennes étaient finalement une bonne occasion de remettre cet enjeu à la hauteur de laquelle il doit être au sein des élections et puis de montrer, de faire un peu pression sur les différents partis pour montrer que la société civile attend maintenant que le monde politique se bouge vraiment. Il est important d'aller au débat avec les citoyens. L'élection européenne a lieu tous les 5 ans. L'Europe a droit à son grand débat une fois tous les 5 ans. Et il est important dans cette dernière ligne droite de la campagne d'aller à la rencontre, d'expliquer le programme, de répondre aux interrogations, d'écouter aussi le point de vue des citoyennes et des citoyens. Je crois que c'est important de dialoguer avec les associations de terrain qui sont mobilisées sur cette question écologique. Et finalement, depuis quelques années, le niveau de conscience des citoyens sur l'urgence écologique a beaucoup progressé et je crois que c'est grâce à ce genre d'association. Nous-mêmes politiques, on a beaucoup appris de tout ça, donc on a besoin de ce dialogue fécond. Cet établissement de la Boissière École s'attache justement à proposer une agriculture plus respectueuse de l'environnement et aussi du bien-être animal. La ferme de la Tremblay a reçu la visite de Jérémy de Serle. Il est agriculteur et en 4e position sur la liste Renaissance aux européennes, regroupant notamment La République En Marche et le MoDem. Un déplacement en compagnie de la députée du secteur Aurore Berger, suivi d'une table ronde avec plusieurs acteurs du monde agricole sud-yvelinois. L'interview est au micro de Michael Elmidoro. Edgar Pizzani disait qu'on aura besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. Là, c'est une manière de faire de l'agriculture avec beaucoup de nouvelles méthodes, beaucoup de nouvelles pratiques, beaucoup d'expérimentation et qui fait finalement bon effet dans ce que, comme Aurore vient de le dire, dans ce que nous voulons construire avec la liste Renaissance, finalement réconcilier l'agriculture, l'écologie, mais aussi l'économie parce que ça fait vivre aussi un territoire, ça crée des emplois et ça maintient finalement aussi une certaine dynamique dans nos territoires peut-être un peu plus ruraux. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert. Jeudi, les sages ont validé l'ouverture d'une procédure de RIP, référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Cette proposition de référendum émane de 248 parlementaires dont vous faites partie, Martha de Cidrac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Yvelines et vous avez apporté votre soutien à ce RIP, tout comme le député Les Républicains Michel Vialet, qui est également des Yvelines. Alors rappelons juste le contexte. Cette privatisation est prévue par la loi PACTE qui a été adoptée le 11 avril dernier. Elle autorise l'État à vendre une partie ou la totalité de ses actifs dans l'entreprise aéroportuaire, soit un peu plus de 50% des parts, qui représentent 9,5 milliards d'euros environ. Alors dans les Yvelines, le groupe a la gestion des aérodromes de Toussus-le-Noble, Chavenay-Villepreux et Saint-Cyr-l'École. Cette décision du Conseil constitutionnel, Martha de Cidrac, comment vous l'avez accueillie ? Alors écoutez, je l'ai accueilli avec beaucoup de joie parce que sinon je n'aurais pas signé bien évidemment cette demande qui a été faite et conjointe avec beaucoup de parlementaires, qu'ils soient de droite ou de gauche, comme vous l'avez indiqué dans vos propos préliminaires. Il était important à un moment donné d'envoyer un message fort en fait à l'exécutif pour leur dire que la privatisation d'ADP aujourd'hui, il ne faut pas la faire. Il ne faut pas la faire. Même beaucoup de nos collègues qui n'ont pas été signataires de cette demande-là partagent cet avis-là. C'est ça qu'il faut avoir aussi en tête. Vous faites référence à vos collègues sénateurs des Yvelines. Vous êtes la seule sénatrice LR des Yvelines. Pas que nos collègues sénateurs des Yvelines, y compris des sénateurs d'autres départements, mais aussi des députés d'autres circonscriptions. Simplement, aujourd'hui, il y avait eu le sujet entre nous, à savoir, devions-nous nous associer tous, quelles que soient nos couleurs politiques, à une même demande, en fait, à une même action forte ou pas. Donc chacun en son âme et conscience, selon son positionnement politique, a souhaité ou pas signer cette proposition qui émanait donc des socialistes. Oui, à la base. Je l'ai fait parce que je pense que, comme je vous l'ai dit, il est important d'envoyer un message fort. On ne parle pas d'une petite entreprise, on parle d'une entreprise qui est un véritable hub européen, 2e en Europe aujourd'hui, peut-être 1er demain. Donc il était important que la France, enfin que l'État français reste dans cette belle entreprise de manière forte
forte et visible. Et vous pensez c'est ce qui a fait pencher la balance du côté des sages, de valider ce RIP, le fait qu'il y ait plusieurs couleurs politiques qui s'associent pour porter ce projet de RIP? Alors, on pourrait dire oui, mais j'espère que nos sages du Conseil constitutionnel surtout regardent les textes et respectent les textes, ce qui a été le cas de la démarche, puisque certains justement disaient que ça risquait de ne pas aboutir, car nous l'avions déposé à la veille du vote de la loi Pacte, puisque vous savez qu'il y a quelques contraintes qu'il faut respecter. Donc les sages l'ont voté, les sages l'ont accepté parce que les règles ont été respectées. Donc il n'y a rien, je dirais, d'étonnant à cela, si ce n'est évidemment les débats qu'il pouvait y avoir autour du sujet. On précise que c'est la première utilisation de ce RIP depuis sa création en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous parliez d'envoyer un message fort à l'exécutif. Alors le processus de privatisation est pour le moment stoppé. Le gouvernement s'est dit inquiet sur cette décision des sages. Je cite, si à chaque fois que la majorité vote une loi, 185 parlementaires peuvent retarder son application, alors cela créerait une situation dangereuse pour la conduite de l'action publique, a déploré Matignon dans une déclaration à l'AFP. Est-ce que sur le coup, on peut dire que le gouvernement est mauvais joueur? Alors il part de 185 parlementaires, il y en a en réalité 248 qui ont signé. Oui, puisque dans les textes, en fait, pour pouvoir enclencher un RIP, il faut 185 parlementaires signataires. Nous avons été un peu plus nombreux, comme vous l'avez rappelé, mais je ne pense pas qu'il faille avoir peur. En réalité, 185 parlementaires sur 925 que nous sommes, ce n'est pas non plus un seuil facile à franchir à chaque fois. Donc je crois que tous les garde-fous dans le texte existent, mais on va de toute façon débattre. Vous savez, il va y avoir une réforme qui va se poser à nous au niveau du Parlement. Donc ça sera l'occasion aussi, pourquoi pas, d'assouplir certaines règles du RIP ou au contraire d'en introduire de nouvelles, à nous après de faire notre travail de parlementaire complètement. Vous parliez tout à l'heure des raisons pour lesquelles vous êtes opposé à cette privatisation. Alors il y a d'autres exemples, je pense à Toulouse-Blagnac, dont l'actionnaire majoritaire est un consortium chinois. Alors on parle sur place d'un aéroport embelli, avec un trafic et un nombre de passagers en progression. Il n'y a pas aussi des avantages dans la privatisation? Il peut toujours y avoir des avantages, il peut toujours y avoir des inconvénients. Le sujet, c'est d'avoir la bonne balance et d'avoir le bon équilibre. ADP n'est pas un petit, comme je le disais, n'est pas une petite entreprise. Il n'y a pas non plus de perte. Ce n'est pas une entreprise déficitaire, parce qu'on pourrait aussi se poser la question à l'aune en fait des finances, tout simplement, qui sont difficiles aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui, si l'État devait se dessaisir de ADP, ce serait véritablement une erreur stratégique, puisque c'est stratégique à la fois pour notre pays en termes de souveraineté, mais c'est aussi même stratégique d'un point de vue financier, puisque aujourd'hui le vrai sujet pour nous, c'est comment baisser les dépenses de l'État et ne pas faire des one-shot et se dessaisir de quelque chose qui effectivement pourrait rapporter à un moment donné quelques recettes à l'État, mais que l'on perdrait par la suite. Donc ce serait une véritable erreur. Le feu vert du Conseil constitutionnel ouvre désormais la voie à un long processus. Alors pouvant conduire à la consultation de la population. Vous avez désormais 9 mois pour recueillir par voie électronique l'approbation d'au moins 10% du corps électoral français. Ça représente environ 4,7 millions de personnes. Comment vous comptez y parvenir maintenant? Alors, on va en parler. Nous allons en discuter, puisque la nouvelle est tombée fin de semaine dernière, donc c'est encore tout récent. Il va y avoir effectivement un certain nombre d'échanges, de réunions, et vous me reposerez la question dans quelques temps et je saurai vous répondre très précisément. Quoi qu'il en soit, maintenant, la balle est effectivement dans le camp de cette démarche, je vais le dire comme ça, et il va falloir effectivement mobiliser nos concitoyens, les sensibiliser, mais surtout leur faire comprendre l'intérêt de faire cette démarche-là à nos côtés. Il va falloir faire de la pédagogie, expliquer auprès des Français. Expliquer quel est l'enjeu. On n'est pas dans une démarche, en tout cas pour ma part, je ne suis pas dans une démarche d'opposition pure et dure comme certains auraient pu le penser, comme certains l'ont dit pour un certain nombre des parlementaires signataires. On est véritablement là dans une interrogation s'agissant de notre souveraineté et de cette belle entreprise qu'il ne faut pas laisser, j'ai envie de dire, partir ailleurs sans pouvoir avoir un droit de regard sur elle. Dernière question, vous avez bon espoir que cette privatisation d'ADP soit définitivement abandonnée par le gouvernement ? Vous me posez une question difficile. Espoir, non, je dirais là on a du travail parce que 9 mois c'est long, mobiliser nos concitoyens c'est long, donc je ne pense pas que ce sera facile, je suis parfaitement consciente de cela, mais pour autant il ne faut pas se décourager, il faut aller jusqu'au bout de l'exercice. Merci Martha de Cidrac, sénatrice Les Républicains des Yvelines, merci d'être passée sur ce plateau.
Le sport à présent et du football. La Coupe du Monde féminine se tient bientôt. C'est du 7 juin au 7 juillet en France. Et à cette occasion, notre dossier de la rédaction est consacré cette semaine au football féminin dans les Yvelines. Premier sujet ce soir à Croissy-sur-Seine. Le stade municipal va accueillir 4 sélections nationales participantes au mondial. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Les stars du football vont à nouveau fouler cette pelouse 2 ans après l'Euro 2016 et la venue de l'équipe de Russie. Croissy-sur-Seine sera la seule ville yvelinoise à accueillir des sessions d'entraînement d'équipe nationale pour la Coupe du Monde féminine. Une décision prise en avril dernier par la FIFA et le comité d'organisation. C'est une surprise, non, c'est la continuation de ce qu'on avait déjà engagé avec l'Euro 2016 et puis l'équipe d'Angleterre l'année d'après qui est venue s'entraîner ici. Donc effectivement, on avait candidaté pour la Coupe du Monde. Au total, 4 équipes nationales vont s'entraîner sur le site à partir du 3 juin. L'Afrique du Sud, l'Écosse et surtout la Dream Team américaine, 3 fois vainqueur de l'édition et tenante du titre. Les supporters pourront également voir un entraînement de l'équipe de France, hôte de la compétition. L'équipe de France est le numéro 1 mondial, l'équipe des États-Unis, oui, ça peut nous convenir, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura des entraînements ouverts. Donc on pourra faire profiter nos jeunes sportifs, ils pourront côtoyer des sportifs de haut niveau. Et ça, c'est aussi très important pour moi. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire monter la sauce, elle monte déjà, rien que de savoir qu'il y a un seul entraînement ouvert pour l'équipe de France et qu'il se passera à Croissy, on aura là du monde largement autant qu'on en veut. Comme pour l'Euro 2016, les équipes évolueront principalement sur le terrain d'honneur pendant les sessions d'entraînement. Dans le gymnase, on retrouvera les vestiaires ainsi qu'une salle de fitness pour travailler le renforcement musculaire. Un espace sera également dédié à la presse. Les aménagements, tout est fait, type Euro 2016, donc il n'y a pas de différence, si ce n'est un stade qui est un petit peu plus large que celui de l'Euro 2016. Pour promouvoir dans la ville le football féminin et cette 8e Coupe du Monde, des animations seront organisées dans la ville de Croissy-sur-Seine avec notamment la mise en place d'une fan zone derrière le terrain d'entraînement pour suivre les matchs jusqu'au 7 juillet. Et je sais que vous l'attendez avec impatience tous les lundis. C'est la chronique sport de Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Tous les lundis, donc vous revenez sur les résultats sportifs du département et ce qui s'est passé dans le week-end. On parlait football justement dans ce reportage de vous, Mickaël. Il y avait du football notamment. C'est ça. Ardricourt a créé la surprise. L'équipe 2 de la commune qui joue en noir s'est imposée sur la pelouse de Verneuil lors de la 19e journée de 2e division de district. Après avoir mené 2-0, les visiteurs se sont fait rejoindre à 2-2 sur ce penalty. Les Ardricourtois, je vais y arriver, profiteront des espaces en fin de match pour marquer 3 buts sur contre-attaque. Score final 5-2. On écoute les réactions. Les gars ont respecté les consignes. C'était pas un match facile. On savait qu'on allait avoir une opposition difficile face à Verneuil qui jouait le haut du tableau. Mais dans l'ensemble, les gars ont sorti le match qu'il fallait quand il fallait. On a manqué un peu de réalisme. Après, ils ont su nous contrer. Ils ont été efficaces. Du coup, mené 2-0 à la mi-temps, donc difficile. Mais voilà, on a essayé de pousser, ça n'a pas marché. Après ce match, Verneuil pointe à la 3e place du classement à 2 journées de la fin du championnat. De son côté, Ardricourt, en difficulté depuis le début de la saison, respire. L'équipe est désormais 9e et s'éloigne de la zone de relégation. Rappelez-moi juste comment on appelle les habitants d'Ardricourt, Mickaël. Ardricourtois. Vous y êtes arrivé. Je vais y arriver. Direction maintenant les parquets de basket, Mickaël. Alors, le Chénet Versailles jouait ce week-end les quarts de finale de play-off de pré-national et l'équipe est toujours en course pour la montée. En fin de saison, les Yvelinois se sont imposés chez le basket Paris 14 sur le score de 73-52 et prennent une sérieuse option avant de disputer le match retour samedi prochain. Et les joueurs ne veulent pas entendre parler de remontada. On écoute Bamba Sey, l'un des joueurs de l'équipe de l'Entente, le Chénet Versailles. On a un pied, mais bon, après, vous savez, au sport, il faut se méfier. Donc là, dès ce soir, cette semaine, on fait 3 entraînements. On sait que c'est pas... Bon, dans les têtes, on dit on a gagné 21 points. Ça va être facile, non, moi je pense pas. Donc là, il faut assurer d'abord. Le match est programmé ce samedi soir à 20h face au basket Paris 14 au gymnase Montboron. Merci Mickaël, tous ces résultats et bien d'autres choses encore dans votre émission. Le 7-8 Sport, c'est après ce journal. D'abord, est-ce que vous avez l'âme d'un inventeur, Mickaël ? Pas vraiment, Grégory. Bon, c'est pour ça que je vous ai pas croisé samedi à la Commanderie. Le lieu d'Élancourt accueillait le village des futurs insolites. Professionnels et amateurs se sont retrouvés autour d'idées futuristes et loufoques. Un retour avec Marilène Pichino.
De l'imprimante de portraits en 3 dimensions aux jeux interactifs colorés, inventeurs en tout genre se sont donné rendez-vous à la commanderie pour ce tout premier village des futurs insolites. On est venu présenter quelques brevets français, c'est une première. On est enthousiaste de venir parmi autant de monde ici. Tout juste rentré de la foire de Paris, ce kit camping adaptable à tout véhicule utilitaire attire le public. Vous pouvez les pivoter, les orienter, les mettre dans le sens que vous voulez, les reclipser à nouveau pour pouvoir le refixer. Et voilà, ce qui vous permet vraiment de créer des aménagements nouveaux en très peu de temps, sans contrainte et sans outillage. Plus loin, un réfrigérateur d'extérieur pour conserver au frais vos livraisons alimentaires en cas d'absence. Donc là, il va pouvoir taper un code à 4 chiffres, il ouvre la box qui est éclairée à l'intérieur et qui donne une température entre 2 et 4 degrés. Nous voulions justement permettre de valoriser les talents du territoire, mais aussi d'ailleurs, à travers différentes thématiques. 18 exposants ont répondu présents à l'appel et les visiteurs étaient au rendez-vous. On est curieuse et donc nous sommes venus pour attirer par la curiosité. Donc comme on a un petit enfant de 4 ans, on a voulu lui faire découvrir et puis faire des activités un peu éducatives avec lui. Les enfants pouvaient même s'exercer lors d'ateliers, de quoi planter des idées dans ces petites graines d'inventeurs. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée à tous.